la défense de vos libertés fondamentales. Bonjour à toutes et à tous. 5 plaintes ont été déposées contre l'hôpital de Remiremont dans les Vosges, une petite commune de 7000 habitants. Les victimes sont entrées à l'hôpital pour des soins bénins, fracture du fémur, opération de la vésicule biliaire et sont donc décédées. On parle de morts suspectes dans cette affaire, notamment la direction de l'hôpital qui nierait toute faute quelconque du service. Nous sommes avec l'avocate des plaignants, maître Nancy Rissacher. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Et alors, première question, est-ce que la qualité des soins dans la France rurale est mise en cause aujourd'hui dans cette affaire? Alors, je pense qu'il faut utiliser des nuances. Quand vous dites que les personnes ont été hospitalisées pour des opérations bénignes, fracture du fémur et pancréatite aiguë, ce n'est pas forcément bénin au départ, dans le sens où, effectivement, en matière médicale, on le sait tous, ce n'est pas une science exacte, il peut y avoir des complications, il peut y avoir effectivement des choses imprévisibles. Donc, il ne faut pas faire de raccourcis hâtifs en disant que l'entrée dans l'hôpital était forcément tout à fait bénin. En revanche, ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est que la prise en charge aux urgences avait été correcte. Ensuite, l'opération se passe plutôt bien. Et tout d'un coup, on a une dégradation inexpliquée de l'état de santé des personnes donc, qui sont décédées, vous l'avez dit. Donc 5 plaintes, la 5e est en cours de rédaction, je la dépose cette semaine, 3 pour homicide involontaire, 1 pour un problème de diagnostic, de 10 côtes cassées qui n'ont pas été vues. Donc attention, mon propos aujourd'hui, c'est de ne pas absolument fustiger l'hôpital public. L'hôpital public, on le sait, il manque de moyens, il est à l'agonie, il manque de personnel, il manque de tout en fait aujourd'hui. Ce que l'on dénonce par le biais des plaintes, c'est véritablement une incompréhension des familles par rapport à la prise en charge. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'évolution de la prise en charge des patients, on s'aperçoit qu'il y a des incohérences, il y a des flous, il y a un manque de transparence, il y a un manque d'explication et au final, il y a un gros point d'interrogation que toutes les familles ont, c'est-à-dire de se dire finalement que s'est-il passé. C'est juste à ce niveau-là. Pour répondre plus précisément à votre question, le maillage territorial, vous savez, moi je suis vosgienne, je sais pertinemment que l'accès aux soins de proximité est quelque chose de très important et je voudrais répondre effectivement à notamment la DEMAT, l'association qui m'a interpellée en disant que je me faisais de la publicité gratuite sur en fait la souffrance des gens. Je voudrais juste répondre grâce à votre intermédiaire, c'est de dire que aujourd'hui, je ne me tais pas, je veux parler et je veux être le porte-parole aussi de mes clients. Parce que dans un hôpital, si on a plus peur de la prise en charge de l'hôpital que de tomber malade ou de la pathologie dont on souffre, ça commence à devenir grave. Et quand j'ai dit effectivement sur certains médias, il faut fermer l'hôpital de Remiremont, ce n'est pas aussi abrupt. Ce que je veux dire, c'est que si on a un accès aux soins de qualité et de proximité, alors oui, le maillage territorial, même dans des zones rurales, c'est important. Si on ne peut pas fournir un accès aux soins, parce que là, pour le coup, il y a une rupture d'égalité des patients, si effectivement l'accès aux soins n'est pas satisfaisant, alors là, il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions pour corriger les dysfonctionnements et si on n'y arrive pas, pour fermer. Je me permets de nuancer parce qu'au fil du temps, on arrive à des appréciations un peu à l'emporte-pièce, un peu manichéennes, et tout n'est pas aussi blanc ou noir, il y a du gris. Et alors, quelles sont les problématiques de ces dispositions des services en zone rurale, surtout sur cette zone? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Alors, l'hôpital de Remiremont, comme je vous le disais, comme tous les hôpitaux, il y a eu des grèves au mois d'août au bloc opératoire parce qu'on manquait de personnel, on manquait de matériel, on manque de plein de choses. On manque de place, on manque de temps, enfin, voilà. Donc, comme dans tous les hôpitaux. Là, aujourd'hui, la démarche de saisir le procureur de la République de plainte, c'est véritablement parce que on veut reconstituer depuis la prise en charge, l'arrivée des personnes à l'hôpital jusqu'à leur décès inexpliqué, parce qu'on n'a pas les causes de la mort. On a des conséquences
arrêt cardiovasculaire, on a embolie pulmonaire ou bien défaillance multiviscérale. Enfin, ce sont des conséquences. Et les témoignages des personnes, parce que j'en ai 5 là aujourd'hui, mais j'en ai beaucoup d'autres, et il y aura sans doute d'autres plaintes aussi, parce que les témoignages sont concordants. Les témoignages, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas d'explication. Vous avez des personnes dont l'opération de réduction de la fracture du fémur se passe très bien. Elles sont mises au fauteuil, elles sont en phase de partir dans un centre de rééducation, et puis d'un coup, plus rien ne va, elles décèdent en quelques heures. Donc, on ne comprend pas. Et c'est ce point-là que nous soulignons parce qu'en fait, les familles ont fait des démarches. Alors, j'entends aujourd'hui que l'hôpital reconnaît un défaut de communication. Dont acte. De toute façon, ce défaut de communication, effectivement, il est avéré. Mais les personnes ont cherché à entrer en contact avec l'hôpital pour comprendre. Et c'est pas uniquement pour qu'on leur explique. Ils ne sont pas médecins, ils ne savent pas. Voilà, c'est pas qu'on leur explique qu'on les materne. Non, c'est de comprendre véritablement le cheminement, les dernières heures de vie, parce que il y a des choses quand même dans les dossiers et dans les témoignages des familles qui sont très très surprenantes et surtout troublantes. C'est le terme que j'utilise toujours, troublant. Certaines familles, non, certains membres des familles des victimes donc supposées n'ont même pas eu l'heure de décès des familles. Est-ce que c'est un Oui. cas exceptionnel, cela? Il est clair que quand on vous donne 3 heures de décès, pas à quelques minutes près, 3 heures de décès qui ne collent pas, avec des comptes rendus qui, effectivement, chronologiquement, ça ne tient pas vraiment, et ça se retrouve dans plusieurs dossiers, forcément, ça incite à des questionnements, ça suscite effectivement des interrogations. Donc oui, tout cela cumulé, ça a fait, vous savez, moi, les personnes sont venues me voir. C'est pas moi qui suis allée chercher les témoignages et les clients. Les personnes sont venues me voir en disant, voilà, on ne comprend pas, on veut comprendre. Et aujourd'hui, c'est ce fil-là on veut remonter le fil de la vérité, en fait. Et donc, par rapport à ça, il n'y a pas eu donc l'hôpital. Il faut rappeler que l'hôpital n'a pas répondu nos confrères d'autres médias qui ont tenté de les joindre, qui ont tenté d'avoir des réponses. Ils n'ont pas souhaité répondre. Et dans un communiqué de presse, on dit qu'ils apportaient tout leur soutien aux victimes. Notamment un membre de ces plaignants a dit que cette réponse était un petit peu tardive. Où en est-on et qu'espérez-vous aujourd'hui comme réponse? Alors, la position de l'hôpital, il ne m'appartient pas de la commenter. Ils ont décidé de garder le silence, ils ont décidé de faire un communiqué laconique qui reconnaissait à minima un défaut de communication. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, mes clients ont C'est ce essayé. qui soulève les soupçons, pardon de vous couper, c'est ce qui soulève beaucoup de soupçons aujourd'hui. Alors, peut-être, après, est-ce que c'est une stratégie? Je ne sais pas. Là, il ne m'appartient pas de. Ils ont dû voir avec leurs avocats, je ne sais pas. En tout état de cause, je peux vous dire que mes clients ont demandé à avoir accès au dossier. Ça a été difficile parfois parce que justement la suspicion était mal perçue de façon tout à fait polie et malgré la douleur, ils ont demandé à avoir le dossier. Souvent, on leur a fait comprendre d'une manière un petit peu désinvolte que bon, on était un petit peu curieux, on n'était pas dans Grey's Anatomy et qu'il fallait arrêter de se faire des films. On a dit également à certaines de mes clientes, écoutez, c'est pas compliqué, je vous donne sur un post-it l'adresse du bureau des réclamations. Si vous avez un problème, vous saisissez le bureau des réclamations. Et une de mes clientes le dit très justement dans les médias, on n'avait pas perdu un sac à main, on a perdu notre maman et on voulait simplement comprendre. Et aujourd'hui, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il n'y aurait pas toutes ces plaintes et tout ce déferlement de questionnement si il y avait eu à la fois une communication, ça c'est sûr, une transparence, et aussi des données cohérentes dans les dossiers. C'est un tout. C'est pas juste on se plaint parce qu'on nous a pas expliqué. C'est on se plaint parce que non seulement on nous a pas expliqué, on n'a pas été très bien reçu et en plus on a eu du mal à avoir accès aux informations, au peu d'informations qu'on a bien voulu nous donner. Et les éléments d'information qu'on a collectés, ont énormément d'incohérences. Le directeur de l'hôpital, Dominique Chevaux, a dit dernièrement, après, d'un point de vue médical, rien ne nous permet d'analyser une faute quelconque du service public hospitalier. Est-ce une réponse recevable? Comment
Que pouvez-vous commenter? Est-ce que vous espérez une expertise finalement plus poussée? Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Bah, tout ce que je sais, c'est qu'il y a une enquête en cours. Le procureur de la République a saisi le SRPJ de Nancy. Il y aura effectivement une information judiciaire, il y aura des investigations. Vous savez, la justice est lente, hein, c'est rien de le dire, mais c'est normal aussi. Parfois, il faut le temps, il faut que les choses soient faites dans l'ordre. De façon détaillée, de façon sérieuse, rigoureuse. Donc oui, ce sont les investigations qui nous permettront ensuite de voir ce qui s'est passé. Nous, aujourd'hui, le but, ce n'est pas de faire, encore une fois, haro sur le corps médical. Ah ben voilà, le but, c'est de fermer l'hôpital et c'est terminé. Non, il y a de la politique, effectivement, puisque c'est un tout, on est d'accord, mais moi, je suis avocate et je raisonne en termes de droit. Aujourd'hui, je me réjouis que le procureur ait fait une enquête et que cette enquête-là, je crois sincèrement qu'elle permettra d'éclaircir les choses et d'avoir un certain nombre de réponses. Encore une fois, c'est ce qu'on cherche par rapport à la quête de mes clients de vérité. Dans combien de temps aurons-nous du coup la suite de ces procédures, de cette affaire? Alors, vous savez qu'il y a le secret de l'instruction, donc c'est très compliqué aussi ensuite de communiquer sur la suite de qui sera donnée. Les plaintes ont été faites pour homicide involontaire, c'est un délit. Une instruction correctionnelle, donc c'est 12 mois, hein, ça peut être prolongé bien évidemment en fonction des souhaits du juge d'instruction, mais on est parti pour plusieurs mois, ça c'est clair, déjà pour avoir des retours des investigations qui ont été ordonnées. Donc, il faut être patient, mais ça, mes clients sont patients, ils en sont tout à fait conscients, puisqu'encore une fois, le but, c'est de lever le voile et lever aussi cette loi du silence. Pourquoi je m'exprime aussi aujourd'hui? Vous savez, ça fait 23 ans que j'ai prêté serment. 23 ans, bon, j'étais pas spécialement médiatisée, j'étais pas dans les plus médiatiques de mes confrères. Aujourd'hui, je me permets de parler parce que il faut absolument lever le voile et lever cette loi du silence qui, je crois, n'a fait que envenimer les choses. Et il faut absolument casser cette loi du silence aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à faire la lumière sur ce qui se passe à l'hôpital de Remiremont. Et le juge d'instruction est à charge et à décharge, il fera son travail, il n'y a aucun souci. Mais voilà, aujourd'hui, il faut parler parce que c'est vous, c'est moi, c'est tout un chacun. On ne doit pas aujourd'hui avoir peur en France, en 2023, d'aller à l'hôpital public. On a suffisamment peur, enfin on a vu avec la pandémie, on peut avoir une peur légitime de tomber malade, on peut avoir effectivement des peurs qui sont tout à fait, encore une fois, légitimes, mais on ne doit pas avoir peur d'aller se faire soigner. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai pas mal de personnes qui me disent non, non, mais moi, si je tombe malade, surtout pas. Et c'est ça que, surtout pas à l'hôpital de Remiremont, hein, j'entends. Mais je ne veux pas absolument je dirais faire je dirais une sorte d'exemple, c'est pas du tout ça, hein. Je veux comprendre. Et il se trouve qu'à Remiremont, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à tenter de diagnostiquer, hein, pour prendre un terme, un terme médical, mais il y a des choses à décortiquer surtout. Merci d'avoir partagé votre point de vue. On comprend bien que cette affaire va prendre du temps. En attendant, dans quel vous représentez donc les familles des victimes? Dans quel état sont-elles? Nous avons déjà vu que plusieurs de ces membres des familles ont annoncé créer un collectif justement pour se soutenir face à ces événements qu'elles partagent. Dans quel état sont-elles? Alors, ces familles étaient isolées. Elles étaient, on est toujours seul dans la douleur, hein, surtout dans des grosses douleurs de perte de proches. Elles étaient isolées et par le biais de ces procédures, elles se sont rencontrées, elles ont pu échanger, d'où l'idée de créer une association des victimes de l'hôpital pour justement partager les expériences, pour attraire aussi des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité, l'envie simplement ou je dirais matière à déposer plainte, mais pour échanger des expériences, là aussi comprendre des choses et puis se soutenir, parce que il y a une solidarité qui s'est développée en recoupant les témoignages. Les personnes, je vous dis ce que m'ont dit mes clients. On pensait que c'était pas de chance, c'était sur nous, qu'on se faisait des films, qu'il y avait peut-être des choses que, voilà, on avait un peu fait des élucubrations par rapport à la douleur qu'on avait, à la frustration qu'on ressentait. Aujourd'hui, ils se rendent compte que non.
il y a un problème, il y a un dysfonctionnement. En tout cas, c'est ma position. Encore une fois, hein, l'information judiciaire dira ce qu'il en est. Pour moi, il y a un dysfonctionnement qu'on ne peut plus taire, qu'on est contraint de révéler, en tout cas, afin de chercher justement, encore une fois, pour que ces personnes, ces proches, ces familles, toutes celles qui ont eu ces expériences malheureuses à Remiremont, malheureuses c'est un euphémisme, hein, dramatique, puissent avoir un porte-parole et faire valoir effectivement leurs droits et puis leur souffrance aussi. Vous êtes également beaucoup engagé avec les soignants suspendus, si je ne me trompe pas. Oui. Vous avez déposé dernièrement une QPC, donc une question prioritaire de constitutionnalité. Pouvez-vous rappeler ce qu'est une QPC et en quoi concerne celle-ci pour les soignants suspendus? Alors, vous me permettez de faire l'enchaînement, justement. Pour les dossiers des plaintes contre l'hôpital de Remiremont, je ne suis pas toute seule, bien sûr. Je travaille en synergie avec Maître David Guyon du barreau de Montpellier, avec qui je travaille déjà depuis plus d'1 an et demi sur les questions des soignants suspendus. On s'entoure également d'une équipe médicale de médecins qui veulent rester dans l'ombre, mais qui bien évidemment nous apportent leurs conseils avisés et leur expertise, puisque nous ne sommes pas médecins, nous sommes avocats. Et pour rebondir sur votre question, effectivement, avec Maître Guyon, nous avons déposé à hauteur de la Cour administrative d'appel de Nancy une QPC dans un dossier de soignants qui avait fait l'objet d'un rejet au fond, parce que, pour reprendre rapidement un historique sans faire de cuisine procédurale, on avait fait des référés contre les décisions de suspension qui sont tombées au fur et à mesure à partir du 15 septembre 2021, pour faire court. Un référé ne peut être fait seul, il faut qu'un recours au fond soit déposé en même temps. Les recours au fond ont bien évidemment pris un peu plus de temps et le 11 mars 2022, nous avons eu pour toute une série de soignants, notamment de l'hôpital du CHRU de Nancy, des réponses qui étaient négatives par rapport effectivement à l'attaque pour la contestation, le recours en excès de pouvoir contre les décisions donc de suspension au fond. Donc nous avons fait appel et devant la cour d'appel, nous avons déposé une question prioritaire de constitutionnalité qui, à notre sens, a un élément supplémentaire par rapport à celles qui ont déjà été déposées, c'est qu'aujourd'hui on est dans une pérennité d'une mesure qui devait être transitoire et temporaire. Donc, le côté pérenne. Il faut rappeler, pardon, parce que j'ai fait un enchaînement très rapide sur ce sujet qui est très différent du premier thème que nous avons évoqué. Les soignants suspendus, je n'ai dit que ça, ce sont les soignants, pour rappel, qui avaient refusé de se soumettre à l'obligation vaccinale et qui sont suspendus de leurs fonctions, qui ne sont pas licenciés, mais qui sont privés de leur salaire, et donc ce depuis le 15 septembre 2021, donc ça fait près d'1 an et demi, presque un an, ça fera presque 1 an et demi, qu'ils vivent sans salaire, qu'ils continuent de ne pas pouvoir aussi, pour ceux qui étaient à l'hôpital, qui ne peuvent pas aller travailler ailleurs, ils sont toujours à l'hôpital, mais ne peuvent pas y travailler, ne peuvent pas gagner d'argent. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous parlez de mesures transitoires, puisque effectivement la France est un des derniers pays à ne pas avoir restauré la fonction des soignants suspendus. C'est ça. Et vous faites bien de préciser parce que depuis 1 an et demi, ces soignants qui ont juste eu la liberté de conscience de ne pas se faire vacciner se retrouvent au banc de la société. Ces mêmes soignants qu'on applaudissait, ces mêmes soignants dont on aurait bien besoin aujourd'hui dans l'hôpital, hein, qui est à l'agonie et qui manque de moyens. Eh bien, ces soignants-là sont mis sur le banc de la société. On les a tués socialement, économiquement, parce que vous l'avez dit, ils n'ont aucune rémunération, ils n'ont pas le droit de travailler ailleurs parce qu'ils ont un statut public. Et aujourd'hui, même la justice. Alors, fort heureusement, il y a eu des avancées. Hein. Je vais aussi être positive parce que, à force de se battre, il y a quand même eu des tribunaux administratifs qui ont reconnu un certain nombre de choses, notamment les soignants qui étaient en arrêt maladie, qui finalement, le Conseil d'État, le 2 mars 2022, a tranché une bonne fois pour toutes en disant qu'on ne pouvait pas suspendre un soignant durant l'arrêt maladie. Il y a eu aussi des contentieux sur les certificats de rétablissement qui n'étaient pas reconnus par les hôpitaux alors que ils avaient tout à fait, en appliquant la loi, parce que depuis le début on nous dit
on suspend, on applique la loi purement et simplement. D'accord. Alors, dans les certificats de rétablissement, appliquons aussi la loi. Et effectivement, il fallait réintégrer les soignants qui étaient titulaires d'un certificat de rétablissement. Donc, pour revenir à la question prioritaire de constitutionnalité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une question que l'on pose à la Cour administrative d'appel sur une disposition, c'est-à-dire la loi du 5 août 2021, qui aujourd'hui n'a toujours pas été, je dirais, dans le sens d'une réintégration des soignants, alors que elle devait être temporaire. On devait analyser l'état de la pandémie, on devait voir l'impact des vaccins. Enfin, il y avait plein de choses qui devaient bouger, et aujourd'hui rien ne bouge. Et donc cette cour administrative d'appel doit déjà passer le premier filtre et ensuite dire si ça mérite que le Conseil d'État soit saisi. Donc, on n'a encore pas de date d'audience, on n'a encore pas effectivement de calendrier pour le moment. Et le deuxième filtre, ce sera effectivement le Conseil constitutionnel qui devra se prononcer sur la constitutionnalité ou pas de cette loi, dans le sens où elle est devenue pérenne. Et vous savez que dans notre statut juridique français, enfin dans notre constitution et dans notre arsenal juridique global, une sanction qui était au départ contingente, qui devait être revue par rapport à des données qui pouvaient évoluer, finalement ne l'est pas, ça devient, on nous disait que c'était pas une sanction. Quand vous êtes ni licencié, ni payé, mais ad vitam aeternam, je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est quand même bien quelque chose qui n'est pas envisageable dans notre société, dans notre état de droit et dans notre société telle que la Constitution de 58 protège nos libertés fondamentales. Merci, Maître Rissacher. Nous allons Merci suivre ces deux affaires de très près. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout cela. C'est normal. Merci à vous. À bientôt et À bientôt. à tous les lecteurs et spectateurs. Bien sûr, vous pouvez toujours partager cet entretien sur tous les réseaux que vous suivez. Ça nous aide toujours beaucoup. Et François compte encore plus sur vous puisque nous survivons essentiellement grâce à nos lecteurs et spectateurs. Vous pouvez faire vos dons sur françois.fr/soutien. À bientôt à tous. Au revoir, maître. Au revoir.